Ceci est un cours sur la dérivation, plus précisément sur la dernière étape de la dérivation qui nécessite d'avoir vu forcément les deux autres. Les deux autres sont en premier le fait d'avoir compris la notion de nombre dérivé et la deuxième qui est celle d'avoir découvert les formules et appris à utiliser les formules. Nous allons maintenant exposer en quoi ces formules vont nous aider dans l'étude des variations de fonctions. Voilà le plan de ce cours. D'abord, nous allons relier la notion de dérivée à celui de sens de variation d'une fonction. Ensuite, nous allons voir comment, en pratique, on étudiera les variations d'une fonction. Et enfin, nous arriverons à ce qui est réellement intéressant dans toute cette histoire, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre la dérivation et la recherche d'extréma ou d'extrémum d'une fonction, c'est-à-dire les valeurs les plus importantes de la fonction ou les plus faibles. Il faut savoir que d'une façon générale, tout l'objectif de l'analyse en mathématiques, ce qui est la branche dont relève le processus de dérivation et toutes les notions qui gravitent autour, c'est d'arriver à majorer ou minorer des quantités. Et là, en l'occurrence, chercher la valeur la plus grande ou la valeur la plus petite d'une fonction, c'est exactement ça, c'est majorer ou minorer une quantité mathématique. Allons-y. Alors, première partie, dérivée et sens de variation. Si on prend une fonction f qui est définie et dérivable sur un intervalle de r étant l'ensemble de tous les nombres réels, et qu'on appelle c indice f sa courbe représentative, je vous rappelle que le coefficient directeur de la tangente en un point à la courbe est justement ce qu'on appelle le nombre dérivé. Et donc ce nombre dérivé est noté f' de a. On regarde a, c'est un réel de l'intervalle i, et on regarde la tangente, au point d'abscisse a de la courbe, et plus précisément sur cette droite tangente à la courbe, on s'intéresse au coefficient directeur, et c'est cette quantité qu'on appelle le nombre dérivé. Alors, ce que vous avez sans doute pu remarquer, c'est que si on a une fonction croissante, et on va forcément avoir des tangentes qui vont avoir un coefficient directeur positif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vous rappelle que la tangente, par définition, si je puis dire, comme c'est un objet qui est mal défini au niveau première, la tangente, c'est la droite qui va passer par un point de la courbe représentant une fonction et qui va ressembler, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas être plus précis, ressembler autant que possible à la fonction. Et du coup, si la fonction est croissante, la représentation graphique de la fonction affine, donc, qui sera tangente à la fonction, sera forcément croissante aussi, et donc coefficient directeur de la fonction affine, c'est ce qui gouverne la croissance, il sera donc positif. Ici, regardez le point d'abscisse moins 0,7 sur la courbe représentant la fonction f, courbe en rouge, point d'abscisse moins 0,7, la tangente est tracée, la courbe est croissante, la tangente est une droite qui représente une fonction affine également croissante, le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la fonction affine, là vaut environ 0,12, c'est bien positif, et je vous ai indiqué à côté l'équation de la tangente, alors une équation approchée évidemment, dans ce cas-là on n'a pas de valeur facile à noter, la tangente au point d'abscisse moins 0,7 a une équation qui est de l'ordre de 0,12x plus 0,1. Voyons ce que cela donne quand on prend d'autres valeurs. On regarde la tangente au point d'abscisse 0. À nouveau, la tangente ressemble à la courbe qui représente la fonction f. Vous voyez, aux alentours de 0, la droite bleue, la deuxième que je viens de faire apparaître, et la fonction en rouge se ressemblent beaucoup. À nouveau, le coefficient directeur de la tangente, f' de 0, qui vaut environ 0,4, est positif. Allons voir un cran plus loin. Voilà la tangente au point d'abscisse 1. À nouveau, elle ressemble à la courbe en rouge qui représente la fonction f. Elles sont, alors évidemment, les traits sont épais ici pour qu'on les voit bien, mais on voit bien, il est assez net qu'aux alentours du point d'abscisse 1, la troisième droite bleue ressemble beaucoup à la courbe en rouge. À nouveau, le coefficient directeur
de cette tangente, f' de 1, vaut 0,8 et c'est positif. Et ainsi de suite au point d'abscisse 2 et au point d'abscisse 3. À chaque fois, on obtient des tangentes dont les coefficients directeurs sont positifs. Donc intuitivement, c'est ce qui est marqué à l'écran, si vous avez une fonction croissante sur l'intervalle i, alors toutes les tangentes à la courbe auront un coefficient directeur positif, c'est-à-dire que f' de x sera plus grand ou égal à 0. Voyons ce que cela donne maintenant si la fonction f était décroissante sur cet intervalle i. Eh bien, dans ce cas-là, toutes les tangentes auront un coefficient directeur négatif, c'est-à-dire que f' de x sera plus petit ou égal à 0. Alors, la fonction ressemble, hein, je me suis débrouillé pour retourner un petit peu, si on peut dire, la courbe. La tangente au point d'abscisse moins 0,7 a pour coefficient directeur f' de moins 0,7 qui vaut moins 0,12 et qui est négatif. La fonction est décroissante sur l'intervalle où je l'ai représenté. La fonction affine qui se cache derrière la tangente ici en bleu à l'écran est également décroissante, c'est-à-dire que, souvenez-vous de vos cours de seconde, le coefficient directeur est négatif. Ici, la tangente a pour équation approchée moins 0,12x plus 2,9. Et cela va se poursuivre de cette façon-là pour tout un tas de valeurs. On pourra en prendre davantage. J'ai pris les mêmes abscisses que tout à l'heure. La tangente à 0 aura également un coefficient directeur qui vaudra cette fois f' de 0, qui sera négatif, hein, moins 0,4. Vous voyez l'équation approchée de la tangente s'afficher à droite. Pareil pour le point d'abscisse 1 et la tangente en 1, au point d'abscisse 1 je devrais dire, tangente au point d'abscisse 2 qui a un coefficient directeur f' de 2 qui vaut moins 1,2, négatif encore, et pareil en 3. Voilà. Conclusion, c'est à nouveau ce qui est affiché à l'écran. Si on a une fonction décroissante, alors toutes les tangentes à la fonction à la courbe représentant la fonction vont avoir un coefficient directeur négatif, c'est-à-dire f' de x sera plus petit ou égal à 0. Bon, dernier cas qu'on peut envisager, qu'est-ce qu'il se passe si on a une fonction constante? Là, c'est très facile parce qu'une fonction constante, c'est une fonction qui ne change pas de valeur, quelles que soient les valeurs de la variable x. Et sa représentation graphique est donc une droite horizontale. En n'importe quel point de cette droite, la tangente à cette droite sera elle-même une droite horizontale, donc ayant un coefficient directeur nul. Et du coup, on aura toujours des tangentes qui seront identiques, quelles que soient les abscisses, avec comme même et unique équation y égale 2 en ce qui concerne l'exemple choisi ici. Voilà. Donc cette situation est générale, elle fait donc l'objet d'un théorème dont je vous laisse découvrir l'énoncé. Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle de R. Je vous rappelle que le R avec des traits dedans, ça représente l'ensemble de tous les nombres réels. Si f est croissante sur i, alors pour tout x de cet intervalle i, on aura f' de x positif, ce qui veut dire que le coefficient directeur de toutes les tangentes à la courbe représentant f seront donc plus grands que 0. Si jamais la fonction est décroissante, alors f' de x sera plus petit ou égal à 0. Donc toutes les tangentes à une fonction décroissante auront un coefficient directeur négatif. Et enfin, quand on a une fonction constante, alors f' de x vaudra 0. Attention, on ne peut pas affirmer mieux que plus petit ou égal à 0 pour ce qui concerne le coefficient directeur des tangentes, c'est-à-dire le nombre dérivé, c'est-à-dire les valeurs de la dérivée. Donc ici, lorsque f est décroissante, même si on suppose f strictement décroissante, c'est-à-dire elle ne peut jamais avoir de pause locale, si on peut dire, on va creuser ça un peu plus loin, on aura dans tous les cas au mieux f' de x négatif ou nul. On ne peut pas dire que si f est strictement décroissante, alors f' de x sera strictement négatif. De la même façon, si on suppose f strictement croissante, on ne pourra pas affirmer que f' de x sera strictement positif. C'est faux. On aura dans tous les cas croissance stricte ou large, décroissance stricte ou large, une inégalité qui sera dans tous les cas large, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais s'extraire, on ne pourra jamais éviter à coup sûr le fait que le coefficient directeur des tangentes, le nombre dérivé, pourra être nul. Bref,
même quand on a une fonction strictement croissante ou strictement décroissante, il est possible parfois que la dérivée vale 0. Alors au passage, j'ai indiqué le rappel de ce que ça signifie qu'une fonction est strictement croissante. Ça signifie qu'il y a essentiellement des inégalités strictes. Donc ça veut dire que si j'ai deux réels a et b d'un même intervalle i sur lequel la fonction est définie évidemment, eh bien ces deux réels a et b et leurs images f de a et f de b sont rangées dans le même ordre. Alors là j'ai choisi de dire que si a était plus petit strictement que b, alors f de a serait strictement plus petit que f de b, mais j'aurais pu l'écrire dans l'autre sens. Ce qui compte, c'est que deux nombres et leurs images soient rangés dans le même ordre avec des inégalités strictes. Et évidemment, on a une définition similaire pour la décroissance. Alors, expliquons pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec un exemple archi classique qui est celui de la fonction carré. Si on ne la regarde que sur l'ensemble des réels positifs, qui s'écrit donc entre un crochet 0 fermé plus l'infini ouvert, eh bien la fonction carré est strictement croissante. C'est-à-dire que si je pars de la valeur x qui vaut 0 et que j'augmente progressivement les valeurs de x, on aura toujours les valeurs de x au carré qui augmenteront. Alors, ça se traduit de cette façon-là. Si je prends deux réels a et b, a étant strictement plus petit que b, ces deux réels étant positifs naturellement, puisqu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien on aura forcément f de a qui sera plus petit strictement que f de b, c'est-à-dire que le carré de a sera plus petit strictement que le carré de b. Alors c'est exact, mais pour le démontrer, il faut travailler un petit peu, et pour ça, on va regarder la différence entre b au carré et a au carré. Alors on peut factoriser, je vous rappelle que quand on étudie une inégalité, il faut souvent chercher à se ramener à une comparaison avec la valeur 0, et pour ça on étudie la différence entre les deux membres de l'inégalité, et pour pouvoir comparer une quantité avec 0, on cherche toujours à factoriser, parce que la seule règle dont on dispose vraiment, c'est la règle des signes, c'est-à-dire que le produit de deux quantités positives est positif, le produit de deux quantités négatives est positif, et le produit de deux quantités de signes contraires est négatif. Alors, on a factorisé b au carré moins a au carré, et maintenant on va regarder le signe de chaque facteur de ce produit. Comme a est positif, et que b est strictement plus grand que a, on en déduit nécessairement que b plus a est strictement positif. Au pire, a vaudra 0, mais b il est forcément plus grand strictement que a, donc on aura forcément b plus a strictement positif. Ça ne pourra pas juste être 0. Voilà pour le facteur numéro 2, hein, b plus a est strictement positif. Mais comme d'un autre côté on a a qui est strictement plus petit que b, ça signifie que le plus grand des deux, le plus grand strictement des deux c'est b, et que donc b moins a c'est la différence du plus grand moins le plus petit, cette différence est donc forcément positive, strictement là encore. Quand on fait le produit de deux quantités positives et absolument pas nul, eh bien forcément on a un résultat qui est positif et pas nul. De ce fait, b au carré moins a au carré est strictement positif, ce qui revient au même que de dire que le plus grand des deux c'est b au carré, donc a au carré est strictement plus petit que b au carré, et la croissance stricte de la fonction carré est assurée. Voilà, on a donc bien la fonction carré strictement croissante sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini exclu. Mais dans le même temps, vous avez dû apprendre que la dérivée de la fonction carré, f' de x, valait toujours de x pour tout x réel positif. Et du coup, 2x, eh bien, ça peut s'annuler. Quand on calcule f' de 0, on obtient 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et on a donc beau avoir une fonction strictement croissante, la dérivée peut être nulle. Par contre, dès que x est strictement plus grand que 0, eh bien, ma foi, f' de x sera là strictement plus grand que 0. Mais si on regarde sur l'ensemble des valeurs positives ou nulles, il est possible que la dérivée s'annule alors que la fonction carré est bien strictement croissante. Voilà, et donc par conséquent, bien que la fonction f soit strictement croissante, on ne peut pas affirmer, ou si on le fait en tout cas c'est faux, que f' de x est strictement positif. Pas de bol. Alors, si vous vous imaginez que la difficulté est liée au fait qu'on ait choisi un intervalle un peu particulier, eh bien, sachez qu'on était contraint à faire ce choix-là parce que la fonction carré,
en l'occurrence, elle n'est pas monotone sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R dans son ensemble. Alors, je vous rappelle ce qu'est une fonction monotone, c'est une fonction donc, qui ne change pas de variation. Alors, on dit toujours monotone par rapport à un intervalle, donc elle sera monotone sur un intervalle si elle ne change pas de variation sur cet intervalle, c'est-à-dire qu'elle sera toujours soit croissante ou strictement croissante, ou alors décroissante ou strictement décroissante, ou alors constante. Mais en tout cas, ça ne change pas. On ne passe pas de croissant à décroissant. Voilà. Non, c'est toujours croissant, toujours décroissant ou toujours constant. Voilà ce qu'est une fonction monotone. C'est une fonction un peu pas drôle, quoi, ça ne change pas beaucoup. Alors, prenons un autre exemple avec la fonction cube. Cette fonction cube, elle est à nouveau strictement croissante, et là sur R dans son entier, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, pour toute valeur de x, la fonction cube est définie et elle est strictement croissante. Alors, c'est le même principe. Quand on prend deux réels a et b, a étant plus petit que b, on doit réussir à expliquer que f de a est plus petit strictement que f de b, c'est-à-dire que a au cube est plus petit strictement que b au cube. Alors c'est vraiment le cas, et je vais passer assez rapidement dessus. Je vous invite à faire des pauses dans la vidéo pour redétailler chaque étape si ça va un peu vite, parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, de ce cours en vidéo, mais c'est important de savoir faire ce genre de choses tout de même. Alors détaillons brièvement, on va comme précédemment faire la différence b au cube moins a au cube, et on va chercher à factoriser. Alors vous pourrez vérifier que la factorisation que je vous propose est exacte, hein, b moins a d'un côté, et dont on sait déjà que le signe sera facile à déterminer puisque a est plus petit que b dans notre hypothèse, donc b sera toujours plus grand que a et b moins a sera toujours positif, et d'un autre côté a au carré plus ab plus b au carré. Alors, c'est sur ce deuxième facteur que vont devoir porter tous nos efforts. C'est pas très compliqué, mais ce n'est pas si simple, il y a une petite subtilité, vous allez voir. Comme on a toujours a au carré qui est positif, et b au carré aussi du coup, forcément a au carré plus b au carré est strictement positif. Alors pourquoi strictement positif? Eh bien comme a ne peut pas être égal à b, et bien du coup les deux quantités a et b ne peuvent pas être nulles en même temps. Et du coup forcément, au pire, si l'une des deux est nulle, l'autre ne le sera pas, et du coup la somme des deux carrés sera strictement positive. Voilà. Mais il nous reste le produit AB à traiter, et dans ce cas-là, on va devoir distinguer des cas. Alors, on va supposer, dans un premier temps, que A et B sont tous les deux négatifs, et dans ce cas-là, un produit de deux quantités négatives est forcément positif. Donc, AB est plus grand que 0. Si maintenant, on suppose que A et B sont tous les deux positifs, toujours avec un ordre entre eux, et bien dans ce cas-là, on a un produit qui sera encore positif comme produit de deux nombres positifs. Bref, dans ces deux cas-là, AB, le produit de A par B, sera positif ou nul éventuellement si jamais l'une des deux quantités est nulle. Et du coup, eh bien, B cube moins A cube sera strictement positif comme produit de deux facteurs qui seront positifs et forcément non nuls, tout simplement parce que b moins a ne peut pas être égal à 0, puisque a et b ne peuvent pas être égaux, et que a au carré plus ab plus b au carré est forcément plus grand strictement que 0. Au pire, ab est nul, mais à ce moment-là, l'un des deux facteurs a au carré ou b au carré ne sera pas nul. Donc on a bien deux facteurs qui sont positifs strictement, et dont le produit du coup sera également strictement positif. Bref, b cube moins a cube est strictement positif, ce qui revient au même que de dire que a cube est plus petit strictement que b cube, et on a donc prouvé que la fonction f est strictement croissante sur R dans son ensemble. Voilà. Et si vous n'avez pas tiqué en écoutant ce que je viens de vous dire et en lisant ce que je viens de vous proposer, vous avez loupé un détail. Alors il est pénible ce détail, il est un peu subtil. C'est lié au fait qu'on a distingué que deux cas. Je reviens un petit peu en arrière, vous pouvez revoir les deux cas que je vous propose de distinguer. Pour l'étude de a au carré plus ab plus b au carré, on a juste considéré que a et b étaient tous les deux négatifs, et que a et b étaient tous les deux positifs dans l'autre cas. Et il y a une troisième possibilité, il est possible que a soit négatif et b soit positif. Et à ce moment-là, le produit est négatif. ab peut être négatif. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le signe de a au carré plus ab plus b au carré? Vous avez d'un côté a au carré plus b au carré qui est positif, et vous avez d'un autre côté ab qui est négatif. Quand vous ajoutez deux quantités de signes contraires,
vous n'êtes pas sûr du résultat à l'avance. Par exemple, si vous faites 3 plus moins 2, bah, ça fait 1. Mais si vous faites 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Revenons à notre difficulté. Ici, on a prouvé que la fonction cube était donc strictement croissante pour les réels négatifs, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini exclu, 0 inclus. On a également prouvé que la fonction cube était strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 étant inclus et plus l'infini étant exclu. Mais la subtilité est là. Il est alors faux de dire que la fonction f sera croissante sur la réunion de ces intervalles, c'est-à-dire R dans son ensemble, puisque quand on regroupe moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, on a moins l'infini plus l'infini. Je vous montrerai un contre-exemple de ça juste après. En attendant, pour pouvoir régler complètement la situation, il va falloir se débrouiller pour déterminer le signe de a au carré plus ab plus b au carré, et comme je vous l'ai expliqué, eh bien c'est pas si évident. Et bien en fait si, c'est même très facile, plus qu'on ne pouvait s'y attendre. C'est la règle des signes qui nous sauve à nouveau. Si je prends deux réels a et b qui sont de signes contraires, donc a étant soit plus petit que 0, éventuellement nul, et b plus grand que 0, éventuellement nul, hein, mais pas les deux à la fois, souvenez-vous, il doit y avoir une inégalité stricte, eh bien c'est très facile de comprendre que a au cube sera du même signe que a. Si a est négatif, et qu'on multiplie a 3 fois par lui-même, moins multiplié par moins, ça fera moins. Et donc a au cube sera de signe moins. De la même façon, b qui sera positif, b au cube sera également positif. Et du coup, si a est plus petit que b avec a et b de part et d'autre de 0, b étant positif et a étant négatif, eh bien a au cube sera forcément toujours plus petit que b au cube. Donc finalement, on s'en sort, on a bien réussi à justifier correctement que la fonction cube était strictement croissante sur R. Ouf. Bon, on va pouvoir terminer avec cette histoire de dérivée. La fonction cube, là aussi vous avez dû apprendre à la dériver, et sa dérivée c'est 3x au carré. Et 3x au carré, quand x vaut 0, eh bien ça fait 0. Donc f' de 0 peut être nul, même si la fonction f est strictement croissante sur R dans son ensemble. Notons que si jamais x n'est pas nul, par exemple si x est strictement positif, eh bien f' de x sera strictement positif. C'est également vrai si x est négatif, puisque 3x au carré sera toujours une quantité positive. Par conséquent, là encore, bien qu'on ait une fonction strictement croissante sur R dans son ensemble, il est faux d'affirmer que la dérivée de cette fonction sera strictement positive. Elle peut être nulle pour f de 0. Quand x vaut 0, f' de 0, vaut 0. Je vous propose maintenant, pour en terminer avec ces subtilités, l'exemple de la fonction inverse qui, elle, sera décroissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0 plus l'infini, mais qui ne sera pas décroissante sur la réunion des deux. Normalement, c'est quelque chose qui a été vu en seconde, mais je ne pense pas inutile de le rappeler. Petite notation au passage, R avec une petite étoile, c'est un raccourci pour désigner l'intervalle dont je viens de vous parler, moins l'infini 0 réuni avec 0 plus l'infini. L'étoile signifie qu'on enlève 0 dans ce contexte. Voilà, c'est pas une notation exigible au lycée, mais ça peut être bien de la connaître. Alors, expliquons pourquoi est-ce que la fonction inverse est décroissante sur chacun des deux morceaux qui constituent son intervalle de définition, son domaine de définition. On fait comme d'habitude, on prend deux réels a et b, non nuls forcément, pour pouvoir calculer leur inverse, et on étudie la différence entre les deux images. Donc i de b moins i de a, ça fait 1 sur b moins 1 sur a. Et vous le savez, on veut étudier le signe de cette différence pour déterminer qui de i de b ou de i de a sera le plus grand, afin de pouvoir conclure sur la croissance ou sur la décroissance. Et pour cela, il faut arriver à utiliser la règle des signes. Il faut donc réussir à obtenir un produit. Et pour ça, on va devoir mettre les deux quantités sur le même dénominateur. C'est peut-être un peu contre-intuitif au début, mais croyez-moi, ça fonctionne. Alors, le dénominateur commun sera AB, on va donc multiplier numérateur et dénominateur de la première fraction par A, on multiplie également la deuxième fraction au numérateur et au dénominateur par B, de cette façon-là on obtient bien AB comme dénominateur commun. On peut ensuite soustraire les deux numérateurs, hein, c'est une règle de simplification des fractions,
et ça nous donne a moins b, le tout divisé par a fois b. Et avec ça, on va pouvoir s'en sortir, parce que là on a un quotient c'est comme une multiplication, on peut appliquer la règle des signes. Alors, sur moins l'infini, 0 exclu, forcément, hein, on ne peut pas calculer l'inverse de 0. Si j'ai deux réels a et b strictement négatifs tous les deux rangés dans cet ordre, avec a strictement plus petit que b, eh bien a moins b est forcément négatif. Oui, b étant le plus grand des deux, et je fais le plus petit moins le plus grand, le résultat est négatif. Et d'après la règle des signes, le produit de deux quantités négatives est négatif, donc AB va être positif. Pardon, j'ai dit le produit de deux quantités négatives est positif, pas négatif, positif. Donc AB est positif strictement. Moralité des courses, j'ai une quantité négative divisée par une quantité positive, le résultat est négatif. Et du coup, eh bien forcément, i de b moins i de a est négatif, ce qui signifie que le plus petit des deux, c'est i de b. Et du coup, i de b, c'est-à-dire l'inverse de b, est plus petit que l'inverse de a. On était parti de a plus petit strictement que b, on arrive à 1 sur a plus grand strictement que 1 sur b, et donc on a un renversement de l'ordre entre deux quantités et leurs images, cela signe la décroissance. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est le même principe, sauf que cette fois les quantités a et b sont strictement positives, avec toujours b plus grand que a, et donc a moins b toujours négatif, puisque a est toujours le plus petit des deux, et comme tout à l'heure, si je prends le plus petit et que je lui enlève le plus grand, le résultat est négatif. Et cette fois, à nouveau, le produit a-b est positif, mais cette fois comme produit de deux quantités positives. Cette fois encore, i de b moins i de a est négatif comme quotient d'un nombre négatif par un nombre positif, et donc on obtient encore a plus petit strictement que b, et 1 sur a plus grand strictement que 1 sur b, c'est-à-dire qu'il y a un renversement de l'ordre entre deux nombres et leurs images, et ça, à nouveau, c'est un signe de décroissance, c'est la définition de la décroissance. Donc la fonction inverse est bien strictement décroissante sur ce qu'on peut appeler R avec un petit indice moins en bas, qui représente l'ensemble des réels négatifs, c'est aussi une notation habituelle, donc tous les nombres compris entre moins l'infini exclu et 0 exclu. Et elle est également, cette fonction inverse, strictement décroissante sur R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs compris entre 0 exclu et plus l'infini. Ah, je vois que j'ai oublié une petite étoile dans la notation parce que je n'ai pas le droit au 0. Donc pensez à, pour ceux qui retiendront la notation, à rajouter la petite étoile qui va bien en haut à droite du R- et en haut à droite du R+, un peu comme tout en haut là de cette diapositive où j'ai écrit R étoile. Les oublis, ça arrive. Attention, cette fonction inverse n'est pas strictement décroissante sur R, et pour ça, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire deux valeurs, a et b, plus petites l'une que l'autre, hein. On va prendre a plus petit que b comme toujours, et la décroissance renverse l'ordre pour les images, et donc si j'arrive à trouver deux quantités a plus petites que b et 1 sur a plus petit que 1 sur b, eh bien j'aurai réussi à prouver que la fonction ne sera pas décroissante sur R dans son ensemble. Alors vous vous souvenez peut-être de l'astuce, on va prendre a égale moins 1 et b égale 1 par exemple, on a bien a qui est plus petit strictement que b, ce sont bien deux nombres du domaine de définition de la fonction, mais l'inverse de moins 1 c'est moins 1, et l'inverse de 1 c'est 1, et donc on a bien 1 sur a qui est plus petit strictement que 1 sur b, parce que moins 1 est bien plus petit que 1. Donc cette fois, j'ai a plus petit strictement que b et 1 sur a plus petit strictement que 1 sur b. Ça pourrait presque être un signe de croissance, mais pas du tout, puisqu'on a justifié, et on l'a fait proprement, que la fonction inverse était décroissante sur l'ensemble des réels négatifs, 0 exclu, et qu'elle était également décroissante sur l'ensemble des réels positifs, 0 exclu. En tout cas, une chose est certaine, ça contredit la théorie de la décroissance de la fonction inverse sur R étoile. Alors je vais vous illustrer ça avec un petit graphique. Voilà le tracé de la fonction inverse. Et on va vous montrer ici, donc là on voit bien la courbe qui est descendante quand on regarde les abscisses strictement négatives, ce qui est la traduction graphique de la décroissance de la fonction inverse sur moins l'infini 0 exclu. De la même façon, la courbe est également descendante quand les abscisses augmentent,
sur l'ensemble des abscisses strictement positives. Donc la fonction inverse est bien décroissante, hein, c'est une traduction graphique de la décroissance de la fonction inverse sur l'intervalle 0 plus l'infini. Attention, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, quand je prends a qui vaut moins 1, l'image de moins 1 c'est moins 1, l'image de 1 c'est 1, et là pour le coup on n'a pas de décroissance sur la réunion des deux, parce que là j'ai fait exprès de choisir un nombre dans l'intervalle moins l'infini 0, un nombre dans l'intervalle 0 plus l'infini, et dans ce cas-là, eh bien patatras, tout se casse la figure. En fait, c'est même pire que ça. Pour tous les réels négatifs A et tous les réels positifs B, alors dans ce cas-là, on a bien A plus petit que B, hein, avec 0 au milieu, 0 ne pouvant pas être une valeur admissible, eh bien l'inverse de A sera toujours strictement plus petit que l'inverse de B. C'est toujours la même chose, on ne pourra pas avoir d'inverse valant 0. Voilà ici l'ensemble des... plusieurs abscisses négatives en orange et leurs images respectives. On voit que ces images n'occupent que la partie négative de l'axe des ordonnées, et en vert tendant vers le bleu, vous voyez des abscisses positives et leurs images qui n'occupent que la partie positive de l'axe des ordonnées. Et du coup, on aura toujours la branche de gauche, si on peut dire, de la courbe de la fonction inverse qui sera en ordonnée en dessous de la branche de droite. Tout ça pour dire qu'il y a une certaine subtilité dans ces notions de croissance et de décroissance. Ce n'est pas parce qu'une fonction est croissante sur deux intervalles qu'elle sera croissante sur la réunion de ces deux intervalles. C'est un piège et il faut y faire attention. Revenons à notre histoire de dérivation. On a vu que quand une fonction était croissante, alors ou même strictement croissante, mais ça n'a pas d'importance, sa dérivée sera toujours positive ou nulle, que si une fonction était décroissante, sa dérivée serait toujours négative ou nulle, et que si une fonction était constante, sa dérivée serait nulle. Ça, c'est le théorème qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va parler du théorème réciproque, c'est-à-dire qui nous permet de remonter de la conclusion à la condition. C'est possible dans ce cas, et le résultat est admis, et son énoncé est par contre un tout petit peu plus compliqué, et je vous laisse le découvrir. Donc je choisis une fonction f définie et dérivable sur un certain intervalle de l'ensemble des réels que j'appelle i. Si la fonction dérivée est nulle sur l'ensemble de cet intervalle, c'est-à-dire que pour toute valeur de x de cet intervalle f' de x est égal à 0, alors sur cet intervalle i, la fonction sera constante. Si maintenant la fonction a une dérivée strictement positive, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à l'intervalle i, f' de x est strictement positif, et c'est là où l'énoncé se complique un peu, sauf éventuellement quelques valeurs isolées, où la dérivée peut valoir 0, alors on aura une fonction strictement croissante sur i. Troisième partie du théorème, si la fonction dérivée f' est strictement négative sur l'ensemble de l'intervalle i, ce qui signifie que pour tout x appartenant à i, f' de x est strictement plus petit que 0, sauf, à nouveau complication, sauf éventuellement pour quelques valeurs de x où f' de x pourra valoir 0, alors dans ce cas, la fonction f sera strictement décroissante sur i. Alors je vais vous donner une illustration de pourquoi on est obligé de rajouter cette petite complication en considérant que la fonction dérivée f' peut être strictement d'un certain signe, sauf de temps en temps. Alors, pour ça, on va créer de toutes pièces un monstre. C'est pour ça que j'ai appelé l'exemple It's Alive. On va créer un monstre, pas tant que ça, monstrueux, cela dit, et on va fabriquer une fonction à partir de sa dérivée. Je veux trouver une dérivée qui soit toujours positive, sauf de temps en temps. Ok, et de temps en temps, c'est pour certaines valeurs de x, la dérivée devra valoir 0. Ce que j'appelle ici des valeurs isolées. Alors pour ça, je vais commencer par créer la fonction dérivée positive. Je vais prendre 3 valeurs au hasard, hein. J'aurais pu en prendre 2, 4, peu importe. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à refaire ce genre de choses avec un logiciel comme GeoGebra par exemple, dont le module calcul formel vous aidera beaucoup. Donc là, je choisis les valeurs d'annulation de la dérivée qui seront moins 2, 0 et 3. Parce que pourquoi pas.
Maintenant, comment est-ce que je fais pour créer une fonction qui s'annule en ces valeurs? Eh ben, pour ça, c'est pas très compliqué et l'idée vaut le coup d'être expliquée et retenue pour les plus concernés d'entre vous. Alors, on va partir de trois fonctions affines, donc des fonctions affines toutes simples, hein, juste de la forme x-a. Et x-a, c'est une fonction affine qui s'annule quand x vaut a. Et donc, vous devinez que a va valoir, dans chacun des trois cas, moins 2, puis 0, puis 3. Ça va nous donner donc la première fonction qui sera x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Dans la fonction affine x plus 2, si je remplace x par moins 2, j'obtiens bien 0. La deuxième fonction affine sera juste x, parce que quand je remplace x par 0, le résultat c'est 0. Et la dernière fonction affine sera x moins 3, parce que quand je remplace x par 3, ça fait 0 aussi. Voilà. Maintenant, comment est-ce que j'obtiens une fonction à partir de ça qui va s'annuler pour chacune de ces valeurs? C'est très simple, je n'ai qu'à les multiplier. Voilà, alors je vous laisse faire le calcul si vous voulez. X plus 2 fois x moins 3, ça fait x au cube moins x au carré moins 6x. Voilà. Bon, le problème, c'est que cette fonction-là, elle n'est pas toujours positive ou nulle. Si vous voulez faire le job et réviser vos connaissances de seconde, vous pouvez vous entraîner à dresser le tableau de variation, le tableau de signe de la fonction x au cube moins x au carré moins 6x. Vous verrez qu'elle n'est pas toujours positive. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous contenter de la tracer sur une calculatrice ou dans un logiciel de géométrie dynamique, ou tout simplement, vous pouvez me faire confiance. Alors, comment on fait pour contourner ce problème? C'est pas très compliqué. On va prendre chaque fonction affine et on va les élever au carré. Comme un carré est toujours positif, on aura toujours une fonction positive, mais qui continuera de s'annuler parce que 0 fois 0, ça fait 0. Donc, quand on aura l'une des valeurs moins 2, 0 ou 3, on aura toujours la fonction dérivée qui s'annulera. Alors là encore, vous pouvez faire le calcul si vous êtes vraiment courageux, utiliser un logiciel de calcul formel ou me faire confiance. La multiplication de x plus 2 au carré par x au carré par x moins 3 au carré, ça fait ce polynôme de degré 6, x puissance 6, moins 2x puissance 5, moins 11x puissance 4, plus 12x puissance 3, plus 36x au carré. Voilà, c'est la dérivée avec laquelle on va travailler. Le seul problème, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est la fonction pour voir à quoi elle ressemble. Eh bien, pour ça, on va faire le processus réciproque, entre guillemets, de la dérivation. Ce processus réciproque repose sur le renversement de la règle qu'on utiliserait ici pour dériver, qui est la règle de dérivation des fonctions puissance. Si vous avez une fonction x à la puissance n, par dérivation, vous êtes censé savoir que vous obtiendrez la fonction n multipliée par x à la puissance n moins 1. Et du coup, si je décide de multiplier la fonction x puissance n par 1 sur n, donc 1 sur n est une constante multiplicative, vous êtes censé savoir, d'après votre formulaire, que les constantes multiplicatives traversent la dérivation sans dommage, elles ne sont pas touchées, elles sont laissées inchangées par la dérivation, et donc si je dérive 1 sur n fois x à la puissance n, j'aurai 1 sur n fois x à la puissance n moins 1, et le 1 sur n fois n se simplifie juste en 1, ce qui veut dire que la dérivée de la fonction 1 sur n fois x puissance n, c'est tout simplement x puissance n moins 1. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que c'est plus pratique dans ce genre de situation. Pour renverser la dérivation, en renversant le processus, je passe de x puissance n moins 1 à 1 sur n fois x à la puissance n. Ça, c'est ce qu'on appelle un calcul de primitive, et il y aurait des choses à rajouter sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Pour le moment, on va s'en tenir là. Ça signifie que, regardez la ligne juste au-dessus, si je dérive 1 sur n fois x puissance n, je tombe sur x puissance n moins 1, et donc, pour tomber sur x à la puissance n moins 1 en dérivant, il faut que je sois parti de 1 sur n fois x à la puissance n. Appliquons ça maintenant à la fonction g définie au-dessus. X puissance 6 dérive donc de 1 septième de x puissance 7. Ensuite, on a un terme qui est 2x puissance 5. Alors le 2, à nouveau, c'est une constante multiplicative. Ça ne bouge pas à la dérivation, ça reste inchangé. Donc 2 fois x puissance 5, je m'intéresse qu'au x puissance 5 qui va dériver de 1 sur 6 fois x puissance 6. Et je mets ma constante multiplicative 2 qui n'est pas changée, qui n'est pas touchée par la dérivation.
Du coup, 2x5 va dériver de 2 fois 1/6 de x puissance 6. 2 fois 1/6, ça fait 1/3. Et on a donc trouvé le morceau dont dérive 2x puissance 5. Alors, il y a un moins devant, mais ça ne change pas grand-chose. On peut reproduire le processus jusqu'au bout, hein, et vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ou sinon, vous me faites confiance, ou sinon, vous utilisez par exemple un nouveau GeoGebra pour faire le calcul des primitives. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous pouvez toujours vérifier que la fonction f, alors je devrais dire pour être précis une fonction f parce qu'il y en a plusieurs, à nouveau ça n'est pas l'objet de cette leçon, mais je vais choisir celle que j'ai écrite, f de x égale 1/7 de x à la puissance 7, moins 1/3 de x à la puissance 6, moins 11/5 de x à la puissance 5, plus 3x à la puissance 4, plus 12x au cube. Vous pourrez vérifier donc que cette fonction f de x, pardon, que cette fonction f a bien g pour dériver. Voilà, petit exercice. Maintenant que je connais une fonction f qui a pour dérivée la fonction g qu'on a construite ensemble, on va pouvoir regarder à quoi elle ressemble. Alors, petite note culturelle, le calcul de primitives dont j'ai déjà parlé 2 fois, c'est pour plus tard, voilà. Mais en tout cas, c'est pour le lycée, voilà. C'est très important aussi, le calcul de primitives et le calcul intégral. Ce sont des outils vraiment utiles. Voyons voir maintenant à quoi ressemble cette fonction f. Elle ressemble à ça. Et vous voyez que, d'une façon générale, l'allure est bien croissante strictement. Alors, les abscisses en lesquelles la dérivée s'annule, c'était moins 2, 0 et 3, et vous voyez que sur la courbe de la fonction f, eh bien, il y a des espèces de petits plateaux. Ce sont des zones où la croissance, aux alentours desquelles, plutôt je devrais dire, où la croissance de la fonction est fortement ralentie. Et voilà comment ça se traduit graphiquement. Pour x valant moins 2, je vous rappelle, x valant 0, x valant 3, la dérivée est nulle, mais vous voyez que ça ne gêne en rien la croissance de la fonction f. Alors vous noterez que je n'ai pas vraiment cherché à graduer le repère parce que la fonction est assez pénible, et donc vous voyez les valeurs sur l'axe des ordonnées sont assez importantes. Dans les pratiques que l'on a en mathématiques, les points en les abscisses desquelles la dérivée s'annule, c'est-à-dire ici moins 2, 0 et 3, on a tendance à rajouter un trait horizontal avec 2 flèches au bout pour marquer les tangentes horizontales. Ça signifie juste qu'au point d'abscisse, donc encore une fois, moins 2, 0 et 3, ici, on a une annulation de la dérivée. Voilà. Deuxième chapitre, on avance. Comment faire en pratique pour étudier les variations d'une fonction? Eh bien, il y a une méthode qu'il faut suivre systématiquement. C'est vraiment une figure imposée. Il faut le faire toujours de la même façon. Quand on vous donne une fonction f et que vous voulez étudier, qu'on vous demande d'étudier les variations, vous devez commencer par déterminer le domaine de définition de cette fonction f. Or, parfois, voire même souvent, il est donné. Attention, petite subtilité avant de calculer la dérivée, parce que forcément on va devoir calculer la fonction dérivée. Il faudra parfois seulement, parce que dans certains cas ça peut être un peu plus pénible, il faudra faire attention au domaine de dérivabilité de la fonction dérivée. Parfois c'est pas le même que le domaine de définition de la fonction f. Je vous donne un exemple juste après. Donc, deuxième étape, calculer la fonction dérivée. C'est là où il faut connaître son formulaire et savoir manipuler les formules et savoir s'en sortir efficacement. Troisième étape, il va falloir étudier le signe de f' de x et on va chercher à décomposer l'intervalle i, l'intervalle sur lequel la fonction est dérivable, en une réunion d'intervalles sur lesquels on arrivera à garantir que f' de x conservera le même signe. Voilà. Enfin, dernière étape, on pourra en déduire le sens de variation de la fonction f sur chacun des sous-intervalles en lesquels on a décomposé i, grâce au théorème dont on a parlé longuement au premier paragraphe. Souvent, en pratique, on établira un tableau pour faire ce travail-là, ou pour résumer ce travail-là, un tableau qui va combiner une partie tableau de signes, pour l'étude du signe de f' de x, et tableau de variation pour la fonction f. Voilà, c'est pratique de résumer les deux en un. Un exemple suit juste après.
Il faut également savoir que pour trouver le signe de f' de x, souvent il faut factoriser. Et donc c'est un geste technique, et comme tout geste technique, ça nécessite un minimum d'habitude, et donc un minimum d'entraînement. Enfin, je vous avais dit qu'il fallait faire attention que parfois le domaine de définition d'une fonction n'était pas le même que le domaine de dérivabilité de cette fonction. L'exemple le plus simple, si on peut dire, c'est celui de la racine carrée qui est définie pour R+, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les valeurs réelles positives ou nulles. Et vous êtes censé savoir à nouveau que la fonction dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de x. Et cette fonction-là a le mauvais goût de ne pas être définie quand x vaut 0. Et là, vous noterez que j'ai pensé à mettre R+ étoile pour dire l'ensemble des valeurs positives et non nulles. Oui, on a racine de 0 qui vaut 0, et donc on ne peut pas avoir la valeur racine de 0, c'est-à-dire 0 au dénominateur de la dérivée. Voilà. La fonction R n'est donc pas dérivable sur 0 inclus plus l'infini, parce que sa dérivée n'existe pas pour x valant 0. La fonction racine carrée n'est donc dérivable que pour x strictement positif. Si vous avez la curiosité de tracer la fonction racine carrée, vous observerez que si vous rapprochez un point sur la courbe du point d'abscisse 0 et donc d'ordonnée 0 qui est aussi sur la courbe de la fonction racine, la tangente à la courbe de la fonction racine en ce point va se rapprocher de la verticale. Dit autrement, aux alentours de 0, par valeur positive, la racine carrée est tangente à l'axe des ordonnées. Un exemple, je vous l'avais promis. On va prendre une fonction polynôme là encore, assez simple, plus que tout à l'heure en tout cas, définie par f de x égale x au cube moins 3x au carré plus 2. Alors, la dérivée, faites-le avec moi. f' de x, comment la calculer? J'en profite pour vous rappeler comment on fonctionne. Vous avez ici 3 morceaux, x au cube moins 3x au carré plus 2. Ce que vous pouvez faire, en tout cas moi c'est comme ça que je procède. Je me souviens que je vais pouvoir travailler bloc par bloc et connecter chacun de ces blocs par les signes ici, moins et plus, qui sont déjà présents. Donc je vais commencer par dériver x au cube, c'est une fonction puissance, la dérivée de x au cube ce sera 3x au carré. Ensuite, 3x au carré aura pour dérivée 3 fois la dérivée de x au carré, puisqu'il y a une constante multiplicative 3, qui reste intouchée, inchangée par la dérivation, et la dérivée de x au carré c'est 2x. Donc je connecte 3x au carré et 3 fois 2x avec le signe moins, et il n'y aura rien ensuite, puisque la dérivée de 2, c'est une fonction constante, ça fait 0. Ma dérivée est donc 3 que je peux mettre en facteur de x au carré moins 2x. Et il faut continuer de factoriser, c'est possible de mettre x en facteur, c'est en effet un facteur commun à x carré et à 2x, ce qui nous donne 3x facteur de x moins 2. La factorisation n'a pas été compliquée ici. On peut donc dresser sans difficulté un tableau de signes pour étudier le signe de f' de x. Alors, ça va nous faire un assez grand tableau qui aura, en plus de la ligne sur laquelle on va préciser les valeurs de x, 4 autres lignes, une pour étudier le signe de 3x, l'autre pour étudier le signe de x moins 2, la troisième pour faire le bilan des signes de 3x et x moins 2, qui sont donc multipliés dans l'expression de f' de x, et enfin une dernière ligne plus grande que les autres, plus haute que les autres, pour en déduire les variations de la fonction f. Alors, le signe de 3x, fonction affine, coefficient directeur valant 3, donc positive. Donc on aura la valeur d'annulation qui est 0, forcément, je l'ai indiqué dans le tableau déjà, quand x vaut 0, 3x vaut 0, comme la fonction affine d'expression f de x égale 3x, pardon, je ne devrais pas dire f de x, mais d'expression juste 3x est croissante, à droite de 0 on aura des plus, et à gauche on aura des signes moins. Voilà. Notez que j'en profite pour mettre 2 fois tout de suite le signe plus, puisque je vais avoir 3 colonnes à remplir. x-2, c'est pareil, c'est une fonction affine de coefficient directeur 1 et qui s'annule pour x qui vaut 2. Autrement dit, pour les valeurs de x plus grandes, strictement que 2, on aura une quantité de signes plus, et pour les valeurs de x plus petites, strictement que 2, on aura des quantités, la quantité x-2 qui sera de signe moins, ce qui nous donne cette ligne-là. On n'a plus qu'à appliquer la règle des signes. Pour les x plus petits que 0, moins par moins, ça fait plus. Pour les x entre 0 et 2, plus par moins, ça fait moins. Et pour les x plus grands que 2, plus par plus, ça fait plus.
Voilà donc le signe de f' de x. On n'oublie pas de mettre les valeurs 0 sur les entre guillemets traits. Là je les ai mis en pointillés pour bien les montrer. Les valeurs 0 pour les valeurs de x qui rendent nulle la dérivée. Ensuite, il n'y a plus qu'à en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0. La dérivée est positive, donc la fonction va être croissante. Sur l'intervalle 0,2, la dérivée est négative, donc la fonction va être décroissante. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, la dérivée est positive, de signe plus, et donc la fonction f va être croissante. Voilà ce que ça donne en termes de variation. Notez que j'en ai profité évidemment, il faut le faire, pour donner les valeurs de f de 0 qui vaut 2 et f de moins 2, pardon, f de 2 qui vaut moins 2. Là, on a fait une étude complète de la fonction et on va pouvoir s'intéresser à la suite. La suite, c'est le rapport, comme je vous l'avais dit, entre la dérivation et les extrémas d'une fonction. Les extrémas sont les valeurs extrêmes, les valeurs les plus grandes et les valeurs les plus petites. Mais pas toujours que plus grandes et que plus petites. Alors il faut qu'on rappelle quelques définitions. Qu'est-ce que c'est d'abord l'extréma d'une fonction? Pour une fonction définie sur une intervalle i, ce qu'on appelle le maximum de f, c'est la valeur maximale des images. C'est la plus grande valeur de f de x. Donc ici, si je considère un réel en particulier a, on dira que le maximum de f sur i faut f de a et il est atteint pour x égale a quand toutes les autres images seront plus petites que f de a. Ce qui veut dire que pour tout x réel autre que a appartenant à l'intervalle i, f de x sera plus petit que f de a. Le plus grand de tous, l'image la plus grande, c'est f de a. Et on dit à ce moment-là que la fonction f atteint un maximum qui vaut f de a pour x valant a. Le minimum, ce sera la même chose, mais en plus petit. C'est-à-dire que là, pour le coup, on aura pour tout x de l'intervalle i, f de x qui sera plus grand ou égal à f de b. F de b, ce sera le minimum, et on dira que le minimum de la fonction f sera atteint pour x égale b. Bref, le maximum, c'est l'ordonnée la plus grande atteinte par la courbe représentant la fonction f sur l'intervalle i, et le minimum, c'est l'ordonnée la plus petite atteinte par la courbe représentant la fonction f sur l'intervalle i. Voilà deux exemples. Vous avez à gauche une fonction f qui atteint un maximum en a. Vous voyez que pour le point d'abscisse a, l'ordonnée f de a est bien l'ordonnée la plus élevée que peut atteindre la courbe. De la même façon, sur la courbe de droite, c'est pour le point d'abscisse b que la courbe représentant la fonction f atteint son minimum, atteint son ordonnée la plus faible. Un extrémum, ça peut être soit un maximum, soit un minimum. Quand on ne sait pas à l'avance ce que c'est, que l'objet de notre intérêt, quand on ne sait pas si ça va être un maximum ou un minimum, on le qualifie tout simplement d'extrémum, quitte à préciser ensuite les choses. C'est forcément une valeur prise par la fonction, c'est-à-dire ça correspond forcément à l'ordonnée d'un point de la courbe qui représente la fonction. Alors un petit exemple, parce que là encore, il y a des petites choses qu'il faut préciser. Je reprends ma fonction inverse. Cette fois, je ne la regarde que sur l'intervalle 1,5, 3. Et je vais déterminer ses extrémas sur cet intervalle. Alors, elle va atteindre un maximum, traçons la fonction d'abord, elle va atteindre un maximum où, là, c'est assez clair, pour x valant 1,5. Voilà le point de la courbe correspondant. Il a pour abscisse 1,5 et pour ordonnée 2. 2 sera donc le maximum et il sera atteint pour x valant 1,5. Quant au minimum, il vaudra clairement 1 tiers, l'inverse de 3, il sera atteint pour x égale 3. Voilà. Maintenant, attention, parfois, une fonction ne peut pas admettre de maximum ou de minimum. Si je reprends cette même fonction, mais qu'au lieu de la regarder sur un intervalle restreint, je la regarde sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, elle n'admettra aucun extrémum, ni maximum, ni minimum. Alors ça peut paraître contre-intuitif, il y a une petite subtilité à ce niveau-là, je vous explique tout de suite pourquoi. Je retrace la courbe de la fonction inverse pour l'ensemble des valeurs de x plus grandes strictement que 0. Vous voyez le crochet qui s'approche de 0 exclut la valeur 0.
Eh bien, prenons plusieurs valeurs de x et voyons comment évoluent les images. Donc là, en l'occurrence, c'est la valeur 1 dont je pars. Et je vais réduire petit à petit les abscisses, les valeurs de x, pour me rapprocher de 0. Et observer que les ordonnées croissent de plus en plus. Plus je rapproche x de 0, plus l'inverse de x devient grand, toujours plus grand, sans jamais cesser de croître. Si maintenant je fais au contraire grandir les valeurs de x, les ordonnées vont se rapprocher de 0, toujours plus proche de 0, sans jamais l'atteindre. Du coup, vous comprendrez qu'on ne pourra jamais avoir ni maximum, parce que si je pense en avoir trouvé un, je pourrais toujours trouver une valeur de x qui sera plus proche de 0, et donc son inverse sera plus grande que le plus grand que je pensais avoir trouvé. Et de la même façon, si je prends une valeur de x précise, très grande, son inverse sera très proche de 0, mais je pourrais toujours trouver une valeur de x plus grande et dont l'inverse sera plus proche de 0 encore. Donc ni maximum, ni minimum pour la fonction inverse. Quand on la regarde sur son intervalle, tout au moins une partie de son intervalle de définition, 0 exclu plus l'infini. Parlons maintenant des extrémums locaux. Alors, qu'est-ce qu'un extrémum local? Eh bien, c'est juste un extrémum sur une sous-partie de l'ensemble de définition, c'est-à-dire on regarde sur une zone plus petite, on se cantonne à regarder comment se comporte la fonction sur ce petit sous-ensemble J qui devra être ouvert, c'est-à-dire on ne regardera aucune extrémité, on ne s'intéressera qu'à l'intérieur des valeurs de J. Et à ce moment-là, si on trouve une valeur pour laquelle f de x0, donc une valeur x0 pour laquelle f de x0 sera soit la plus grande valeur, soit la plus petite valeur, sur juste cette toute petite partie j, eh bien on parlera d'extrémum local. Alors voilà un exemple, la fonction définie par x³ moins 3x représentée ici. Si je la regarde sur l'ensemble de son intervalle de définition, eh bien, elle n'aura à nouveau ni maximum ni minimum, parce que si x devient de plus en plus grand, f de x deviendra manifestement de plus en plus grand. De la même façon, si x devient de plus en plus petit, c'est-à-dire x va vers moins l'infini, c'est-à-dire par exemple moins 100, moins 1000, moins 10 000, etc., les valeurs de f de x exploseront à l'envers, si je puis dire, c'est-à-dire elles vont devenir très très petites, très très négatives. Et si on peut dire. Du coup, cette fonction-là, sur son ensemble de définitions R, elle n'a pas d'extrémum, ni maximum, ni minimum. Mais on voit bien qu'il y a des bosses et des creux. Et donc, si on se restreint à une zone plus petite que l'ensemble de tous les réels, on pourra dire que cette fonction admet des extrémums locaux. Alors, voyons voir un maximum local, en moins 1. Tout simplement parce que si je me cantonne à l'intervalle moins 2, 0, ici représenté en rouge, eh bien on voit que donc j'oublie toutes les parties qui sont pour des abscisses plus petites que moins 2 et les abscisses plus grandes que 0, eh bien l'abscisse moins 1 nous donne l'ordonnée la plus grande qui est 2. Donc le maximum local vaudra 2 et sera atteint pour x égale moins 1. De la même façon, on va avoir un minimum local sur l'intervalle 0, 2. Le minimum local vaudra moins 2 et sera atteint lorsque x vaudra 1. Voilà. Donc ce n'est pas une notion très compliquée, celle de maximum et de minimum local. Alors, quel rapport avec la dérivation? Eh bien, le voici. Si on a une fonction qui est définie et qu'on peut dériver sur un intervalle i, et que on a un extrémum local en une valeur x0 de cet intervalle i, alors nécessairement on aura f' de x0 qui vaudra 0. Ça veut dire que en cette abscisse correspondant à l'existence d'un extrémum local, la dérivée va s'annuler. Attention, ça marche dans un sens, ce résultat, celui qui est indiqué ici, mais dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si on a une dérivée qui s'annule en une certaine valeur, on n'a pas nécessairement un extrémum local. Songez à la fonction cube ou la fonction cube.
On va en parler juste là d'ailleurs. Donc la fonction cube est définie sur R dans son ensemble, sa dérivée c'est 3x au carré, on a donc f de 0 qui vaut 0, mais on sait que la fonction cube est strictement croissante sur R, et donc elle n'admet pas d'extrémum local. C'est un peu le même principe que la fonction x cube moins 3x tout à l'heure, en plus simple ici. Si x va grandir, si x devient de plus en plus grand, x au cube deviendra de plus en plus grand, sans rien pour jamais l'arrêter. Et de la même façon, si x se rapproche autant qu'il le peut, en tout cas de moins l'infini, et bien x au cube, lui aussi, se rapprochera de moins l'infini, et donc sera toujours de plus en plus petit. Donc on n'aura pas d'extrémum local en 0, même si ici la dérivée s'annule en 0. Donc faites bien attention, là dans les théorèmes qu'on rencontre dans ce chapitre, ils fonctionnent mal en termes d'équivalence, ils fonctionnent bien dans un sens, plus difficilement, voire pas du tout dans le sens réciproque. Donc la condition f' de x 0 égale 0, c'est ce qu'on appelle une condition nécessaire, c'est-à-dire il faut l'avoir, mais elle n'est pas suffisante. Si je n'ai que ça, ça ne suffit pas. Voilà. Alors on va préciser ce qu'il faut avoir, parce qu'il y a un résultat qui ressemble un peu à la réciproque, mais ce n'est pas une réciproque stricte. Il faut rajouter une information pour pouvoir conclure, remonter, c'est-à-dire que quand on a une dérivée nulle, à ce moment-là, on a un extrémum local. Il nous faut une information supplémentaire. La voici, il faut que la dérivée s'annule en changeant de signe, et dans ce cas-là seulement, on a un extrémum local. L'idée, c'est que l'annulation en changeant de signe pour la dérivée, ça signe un changement de variation de la fonction, mais ça va assez bien avec la notion d'extrémum local. Un maximum local, c'est une bosse quelque part sur le tracé de la fonction. Un minimum local, c'est un creux quelque part sur la courbe représentant la fonction. Donc il est raisonnable d'avoir, on peut concevoir que c'est assez naturel, d'avoir en plus de l'annulation de la dérivée, avoir un changement de signe de la dérivée. Alors on va prendre un autre exemple encore, fonction x au carré moins 3, donc fonction f, dont la dérivée sera tout simplement 2x. Du coup, on va avoir le tableau suivant, le signe de f' de x, à nouveau fonction affine qui s'annule pour x qui vaut 0 et dont le coefficient directeur est positif. On aura donc là un signe qui sera juste moins 0 plus. Les variations de f seront donc d'abord décroissantes puisque sur moins l'infini 0, la dérivée est négative, puis croissante sur 0 plus l'infini, et donc on aura un extrémum local qui sera même un minimum local qui vaudra moins 3 et qui sera atteint pour x égale 0. Valeur pour laquelle la dérivée s'annule en changeant de signe, moins avant 0 et plus. Donc la fonction f admet effectivement un extrémum local en 0, et il s'agit en l'occurrence d'un minimum local qui vaut moins 3. C'est la fin de ce cours.